Monsieur le Président et chers frères, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMVS, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes et institutions de financement, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je ne saurais commencer ces propos sans remercier encore, sincèrement, notre frère, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, ainsi que le peuple mauritanien pour l'accueil chaleureux dont ma délégation et moi-même avons bénéficié depuis que nous sommes là. Nous y sommes habitués, car la Mauritanie, c'est le pays du Mouslaha qui ouvre les cœurs et du Marhaba qui ouvre les portes. J'aimerais ensuite vous remercier, Président Alpha Condé, pour votre détermination à faire revenir pleinement la Guinée à la grande famille de l'OMVS. Cette famille ne peut pas être solide sans votre pays, d'où part le fleuve qui nous réunit aujourd'hui et qui ne saurait être qu'un trait d'union et jamais un facteur de division. Le retour de la Guinée, que nous saluons tous ici, Monsieur le Président, est le témoignage éloquent de vos convictions panafricaines. Au-delà, c'est aussi le témoignage de la vision pertinente que vous avez du développement de votre pays, de notre pays, la Guinée, château d'eau de la sous-région, où deux de nos fleuves les plus importants prennent leur source. Monsieur le Président et chers frères, de l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, ORS, à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, née il y a 41 ans, ici même à Nouakchott, nous avons parcouru un chemin non négligeable dans la construction de notre ambition collective pour cet immense bassin fluvial de 300 000 km² et de 14 millions d'habitants environ. Des villes et des villages entiers reçoivent désormais l'électricité produite par les barrages réalisés par l'OMVS. L'agriculture sécurisée voit le jour dans les casiers aménagés, contribuant à la stratégie de souveraineté alimentaire qui doit être notre objectif commun. Nous avons également un portefeuille de projets structurants bénéfiques pour chacun de nos pays et pour l'ensemble sous-régional que nous voulons bâtir conformément à la vocation initiale de l'OMVS, déclinée en 5 objectifs qu'il me paraît utile de rappeler ici. 1. Réaliser l'autosuffisance alimentaire pour les populations du bassin et partant de la sous-région. 2. Sécuriser et améliorer les revenus des populations de la vallée. 3. Préserver l'équilibre des écosystèmes dans la sous-région et plus particulièrement dans le bassin. 4. Réduire la vulnérabilité des économies des États membres de l'organisation face aux aléas climatiques ainsi qu'aux facteurs externes. 5. Accélérer le développement économique des États membres.
Nous devons convenir cependant qu'en dépit de nos ambitions légitimes de mettre en valeur cet impressionnant potentiel que nous avons en commun, les progrès ont parfois manqué le pas. N'oublions pas que c'est en 1892 qu'ont commencé les études hydrographiques sur le fleuve Sénégal, que c'est en 1908 que fut produite l'étude de la navigabilité entre Saint-Louis et Cayes. N'oublions pas que c'est déjà en 1927 que la Société du nom de l'Union hydroélectrique africaine a nourri le projet d'aménager le bassin de ce fleuve pour la navigation, l'irrigation et la production d'électricité autour du barrage de Gouina, crédité d'une capacité de stockage alors de 16 milliards de mètres cubes et d'une production annuelle de 2 milliards de kilowattheures. N'oublions pas enfin que c'est en 1934, par la mission d'études et d'aménagement du fleuve Sénégal, que fut conçu le premier projet de système intégré de mise en valeur du fleuve Sénégal et que c'est en 1963 qu'un comité inter-État est créé, regroupant le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et la Guinée, tous alors fraîchement affranchis de la tutelle coloniale. Ainsi, sans minimiser les acquis, la seule conclusion qui s'impose aujourd'hui à nous est qu'accélérer l'histoire est devenue une exigence. Une exigence sous-régionale, une exigence continentale, une exigence globale. Au rythme et aux conditions d'une mondialisation qui nous imposera le riz asiatique, le blé nord-américain et le sucre caraïbéen, tant que nous ne nous montrerons pas à la hauteur des défis à relever. Il nous faut d'abord prendre des décisions constructives et efficaces dans le cadre de la gouvernance interne à travers la stricte observance de la hiérarchie et du fonctionnement de nos organes, à savoir la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres de l'organisation, le Haut Commissariat, la Commission permanente des eaux, le Comité régional de planification, le Comité consultatif. Nous nous devons de respecter toutes les conventions et les chartes qui nous lient entre États membres et entre notre organisation et ses partenaires. En nous appuyant sur les attentes légitimes de nos peuples, nous devons donner la primauté à la bonne gouvernance, à la gestion rigoureuse et optimisée des ressources, à la modernisation ainsi qu'à la professionnalisation des structures de l'organisation. À travers la mise en place de mécanismes pérennes et prévisibles de financement, il s'agit donc de réaliser l'intégration économique, l'aménagement du territoire, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique. Monsieur le Président et chers frères, c'est dans un contexte particulier que notre organisation commune se réunit aujourd'hui à Nouakchott, son berceau, pour la tenue de la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement en terre OMVS de Mauritanie. Depuis quelques mois déjà, un des États membres de l'OMVS, en l'occurrence le Mali, vit l'une des plus graves crises de son histoire contemporaine. La mobilisation de tous, et notamment des pays frères de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal, confirme le double caractère solide et incommensurable des liens qui nous unissent. Cette fraternelle solidarité agissante montre que nous partageons un même destin fait de succès, mais aussi de difficultés. Je profite de cette occasion pour remercier mes pairs pour leur soutien constructif et sans faille. Cette solidarité que nous vivons à l'occasion de la crise malienne, nous l'avions vécue, nous la vivons
et nous la vivrons encore davantage demain par le biais de cette belle organisation qui reste un modèle d'intégration en Afrique, le fleuve Sénégal. À travers l'OMVS, demeure un creuset de brassage des peuples et de passage des richesses de la nature. Les eaux du fleuve charrient tout au long de leur parcours, de Mamou à Saint-Louis, Ndiago, des matériaux, mais aussi combien d'éléments immatériels, les croyances, la culture, la solidarité, l'espoir en des lendemains meilleurs. Cet espoir et ces attentes de nos peuples, nous comptons les assumer et les satisfaire à travers l'OMVS. Je réitère ici mon engagement personnel, celui de tout le peuple malien et de toutes les structures du système OMVS au service des idéaux d'unité, de solidarité, de fraternité, de bon voisinage et d'intégration. Monsieur le Président et chers frères, notre rencontre qui se tient après la conférence de Dakar sera, j'en suis persuadé, celle de l'innovation, de la volonté, de l'imagination et de la consolidation des nombreux acquis, bâtis sur le riche héritage des pères fondateurs de notre organisation commune, auquel je voudrais, en vos noms à tous et aux miens propres, rendre un vibrant hommage. Lors de la 14e conférence tenue à Dakar en 2006, nous avions réaffirmé notre volonté de souder les liens de la famille par le traité d'adhésion de la République sœur de Guinée du 17 mars 2006, consacrant de façon formelle la reconstitution de la grande famille des États riverains du bassin du fleuve Sénégal. Notre entreprise serait restée bancale sans la République sœur de Guinée. Pour faciliter ce processus, tout un programme a été mis en place par le Haut Commissariat de l'OMVS. Une mise à jour des instruments législatifs et réglementaires sur l'eau et l'environnement dans le bassin a été faite et une campagne de sensibilisation et de vulgarisation des textes réglementaires menée. Dans le cadre du renforcement des capacités des administrations du 4e État membre et de l'appropriation du mode de fonctionnement de l'organisation par les cadres guinéens, plusieurs séminaires d'information et de vulgarisation de nos textes de base ont été déjà organisés au profit de l'encadrement de la presse, de la jeunesse et de la société civile. Parallèlement, des activités de renforcement des capacités techniques et opérationnelles se sont déroulées. Après la réforme, l'intégration organique et fonctionnelle de la République est devenue effective dans les différents niveaux de décision et d'exécution du Haut Commissariat. En effet, suite à la réforme institutionnelle adoptée en juillet 2010, la République sœur de Guinée dispose depuis plus de 2 ans du même nombre de directions, de divisions, d'un coordinateur de projet au niveau du Haut Commissariat que les autres États membres. Le modèle de déroulé la clé de répartition des coûts et charges a été repris et adapté à une organisation à 4 États membres. Il s'agissait là de donner des bases scientifiques et techniques à un partage rigoureux et transparent des coûts et bénéfices. Monsieur le Président et chers frères, notre organisation a longtemps fait de la navigation sur le fleuve une priorité. Pour répondre aux exigences de ce volet prioritaire, en dormance depuis la création de l'OMVS, nos structures se sont attelées à dérouler une feuille de route conçue conformément à nos choix programmatiques et aux projets structurants définis par nos différentes instances. Dans ce cadre, nous avons pu franchir des pas importants pour donner corps à notre système intégré de transport multimodal, SITRAM, articulé autour des mailles essentielles dont la dorsale principale est la navigabilité pérenne du fleuve. À cet effet, après avoir achevé les principales études,
nous avons conduit le processus de mise en place de la SOGENAV avec des repères clés. Dans ce cadre, et pour exécuter efficacement cette mission, il a fallu tout d'abord mettre en place le conseil d'administration, évaluer le cadre juridique et organisationnel de la SOGENAV, puis le faire adopter par les instances compétentes de la société. Ce cadre juridique est à présent pleinement fonctionnel et comporte la convention de création et le statut de la société, le statut particulier du personnel, le règlement financier ainsi que le manuel de procédures administratives, financières et comptables. En outre, l'organigramme de première étape de la direction générale de la SOGENAV, adopté le 4 novembre 2011 par la 54e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS, est totalement mis en place. Par ailleurs, le cadre législatif et réglementaire de la navigation sur le fleuve Sénégal, qui s'articulait autour du Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal, et deux règlements d'application réalisés, respectivement en 2006 et en 2009, s'est enrichi en 2011 de 10 nouveaux textes applicatifs. Monsieur le Président et chers frères, le processus de création des conditions nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de ce cadre réglementaire sous-régional par les acteurs et bénéficiaires de la navigation sur le fleuve se trouve actuellement en phase terminale. En outre, à la faveur de l'insertion stratégique du projet de navigation dans le système intégré de transport multimodal du fleuve Sénégal, dont les investissements de première étape, soit près de 355,5 millions de dollars américains, ont fait l'objet d'engagements financiers lors de la table ronde des bailleurs de fonds tenue à Dakar les 26 et 27 mai 2011. Le Haut Commissariat et la Direction générale de la SOGENAV ont pu avoir le 13 juin 2012 à Dakar des séances de travail avec une délégation d'experts de la Banque islamique de développement, la BID, qui a permis de poser les jalons du processus de mobilisation des financements de la composante navigation et des composantes routières du CITRAM. Dans le même ordre d'idée, 4 rencontres organisées à Dakar en 2011 et 2012 entre l'OMVS et la Banque mondiale ont permis de structurer un PPF, Fonds de préparation de projet, d'environ 950 000 dollars américains, dont la mise en place est attendue pour effectuer des études préalables à la réalisation des infrastructures routières et la rénovation et la modernisation du pont-levis et de l'écluse de Diama. Les contacts sont maintenus avec la Banque islamique de développement et la Banque mondiale en vue de la concrétisation rapide des engagements de financement déclinés dans les actes finaux de la table ronde de mai 2011. Parallèlement à ces actions d'implication des bailleurs de fonds dans la réalisation des composantes du CITRAM, le Haut Commissariat et la Direction générale de la SOGENAV ont pris une série d'initiatives pour accélérer le démarrage dans les plus brefs délais des activités de navigation et de transport sur le fleuve Sénégal, aussi modestes soient-elles, et qui se développeront au fur et à mesure de l'amélioration des conditions de navigabilité du fleuve, grâce notamment à l'aménagement du chenal navigable et la construction des infrastructures portuaires sur financement des bailleurs de fonds, investissements qui s'étaleront sur la période 2012-2018. Monsieur le Président et chers frères, pour impulser le processus en cours, diverses démarches ont été enclenchées. Au nombre de ces initiatives, on pourrait citer principalement l'établissement d'importants outils d'aide à la navigation, tels que le système de balisage du chenal navigable et les nouvelles instructions nautiques du fleuve Sénégal, 2009-2012. L'équipement de la vedette Baffin de matériel hydrographique acheté aux Pays-Bas en 2012 pour permettre à la Direction générale de la SOGENAV d'assurer la mission de suivi-contrôle des activités de navigation et de transport sur le fleuve.
l'achat aux Pays-Bas de 2 bateaux cargo automoteurs, dont la signature du contrat de location-vente est imminente entre la Direction générale de la Sogenav et un opérateur sélectionné par appel d'offres en vue de leur exploitation commerciale sur le fleuve à partir de 2013. La réalisation de l'étude d'avant-projet détaillée et des dossiers d'appel d'offres des travaux de dragage d'accès à 7 quais existants du fleuve qui demeurent utilisables, comme ceux d'Ambidedi, de Rosso, Mauritanie et de Saint-Louis. Le rehaussement des lignes électriques haute tension de la Sogem enjambant le fleuve dans les zones de Matam et Selibabi-Gouraï pour respecter les prescriptions du tirant d'air du cadre réglementaire de la navigation et permettre ainsi le passage sans entrave des bateaux de Saint-Louis du Sénégal à Ambidedi au Mali. L'instauration depuis juillet 2012 d'un cadre de concertation entre la Direction générale de la Sogenav et les sociétés minières du bassin du fleuve Sénégal pour l'évaluation et la réalisation de manière concertée des ouvrages et infrastructures nécessaires pour l'exploitation rapide du fleuve par les exploitations minières. Ces résultats salutaires, fruit exclusif de l'effort interne de l'OMVS, dessinent à brève échéance, en l'occurrence pour la période 2013-2014, les perspectives ci-après. La poursuite et la concrétisation du processus de mobilisation des financements de la première étape du CITRAM et du PPF, avec l'organisation au plus tôt de missions OMVS de haut niveau au siège de la BID et de la Banque mondiale. La réalisation du surfinancement de la Sogenav et des bailleurs de fonds, notamment la Banque ouest-africaine de développement, des travaux de dragage d'accès aux 7 quais existants du fleuve comme tranche de première urgence d'amélioration des conditions de navigabilité. Le démarrage d'un système de navigation fluviale pérenne de Saint-Louis à Podor et saisonnière entre Podor et Ambidedi par les 2 bateaux cargo automoteurs placés sous contrat de location-vente. L'opportunité d'extension des croisières touristiques du bateau Bou El Mordad aux localités situées en amont de Podor grâce au rehaussement des lignes électriques haute tension de la Sogem au-dessus du fleuve et l'amélioration des conditions d'accostage aux quais existants des localités de Matam et Ambidedi. L'évaluation et le lancement d'un programme de transport sur le fleuve Sénégal des matériels intrants et extrants des exploitations minières en vue de l'avènement rapide de la phase de navigation cible. Le lancement de la Direction générale de la Sogenav des missions de suivi-contrôle des activités de navigation et de transport sur le fleuve Sénégal sur la base du cadre réglementaire à l'aide de la vedette Bafi équipée de matériel hydrographique. Monsieur le Président et chers frères, c'est dire donc qu'au regard des nombreux acquis et des perspectives prometteuses développées ci-avant, notre organisation est plus proche que jamais du rêve longtemps caressé par nos plus hautes autorités et nos braves populations de voir restaurer et moderniser durablement la vocation naturelle de transport et de communication du fleuve Sénégal. D'ores et déjà, les travaux de la route Manantali-Maïnanding sont en cours à un rythme satisfaisant. Notre souci constant, tout au long de la période écoulée, aura été l'opérationnalité de la Sogenav et la réponse aux exigences de l'exercice constructif et de la structuration efficiente de l'activité transport sur le fleuve. Depuis, nos services sont en train de finaliser avec nos différents partenaires les montages financiers et les travaux préparatoires. Je voudrais à cet effet féliciter en bon nom à tous et au mien propre le haut-commissaire pour son investissement personnel, le directeur général de la Sogenav et tous les membres du comité de suivi. Monsieur le Président et chers frères, entre la 14e conférence et celle qui nous réunit aujourd'hui, des progrès importants ont été faits dans le domaine des aménagements structurants et en 2006, nous venions de réceptionner définitivement
toutes les installations du complexe hydroélectrique régional de Manantali. En 2007 et 2012, la centrale de Manantali a produit une énergie à moindre coût de plus de 5500 gigawattheures, entièrement délivrée aux sociétés d'électricité du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal par l'opérateur Eskom Énergie Manantali SA et EEM SA. Depuis 2006, les relations sont difficiles entre SOGEM et EEM SA, du fait d'incompréhensions relatives notamment à la rémunération d'Eskom Énergie Manantali. Et dans un souci de conserver cette forme de coopération sud-sud, tout en préservant les intérêts des États membres, nous avons poursuivi les discussions avec les autorités sud-africaines. À cet égard, je voudrais féliciter mon frère, le président Macky Sall, pour son intervention personnelle auprès du président Jacob Zuma pour qu'une issue heureuse soit trouvée à ce contentieux technique, juridique et commercial. Nous espérons aboutir à un compromis mutuellement avantageux au cours des prochaines semaines. En 2009, mon frère, le président Mohamed Ould Abdelaziz, et nos prédécesseurs au Mali et au Sénégal, ainsi que l'ancien Premier ministre de la Guinée, se sont retrouvés à Fellou, près de Caille, pour lancer le démarrage des travaux de la centrale de Fellou. La réception opérationnelle de l'ouvrage est prévue en juin, mais d'ores et déjà, les essais du premier groupe ont commencé, de même que le raccordement sur le RIMA, réseau interconnecté de Manantali. Avec la mise en place en service de Fellou, notre organisation renforce son potentiel en énergie propre et bon marché. Le cumul du productible annuel moyen, Manantali et Fellou, passera ainsi à 1157 gigawattheures. Monsieur le Président et chers frères, dans un souci d'équité, nous avons entamé un important programme d'électrification rurale afin que les populations des zones traversées par nos lignes puissent bénéficier elles aussi de l'électricité. Dans ce cadre, un important programme qui a bien démarré en 2008 a concerné plusieurs localités. Manantali d'abord, puis les lignes Manantali, Mahina, Bafulabé au Mali et Bakel Goraï, Selibavi en Mauritanie et au Sénégal. En construisant ces lignes de transport et de distribution de l'électricité, l'objectif est de faciliter l'accès à ce service clé du développement et à un majeur vecteur de progrès. Notre organisation a passé des accords à travers les mécanismes de développement durable pour investir à terme dans l'électrification rurale les fonds subséquents du portefeuille carbone grâce aux différentes centrales hydroélectriques. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les études de toutes les microcentrales en Guinée qui peuvent être réalisées dès lors que le montage financier sera achevé en relation avec les autorités guinéennes. Messieurs les présidents et chers frères, conscients du rôle de l'énergie dans le développement économique et social de nos États membres et soucieux de faire progresser l'offre d'énergie de l'espace OMVS, nous avons décidé de faire un pari optimiste sur l'avenir. L'ouvrage de Gouina, d'une puissance installée de 140 MW pour un montant de 300 millions d'euros, est sur le point de démarrer. Sur la base des requêtes adressées par les États membres, le financement de cet ouvrage est déjà obtenu auprès du gouvernement chinois et les signatures des accords de crédit sont en cours de finalisation. Il reste à conformer l'une des requêtes aux conditionnalités de 35% exigées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Afin de bien planifier nos actions pour le moyen et long terme, nous avons adopté une approche programme évolutif que la composante multisectorielle du PGIRE, Programme de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages à but multiples, a pris en charge pour le financement des études de sites, de barrages connus et identifiés dans le cadre du programme inclusif. C'est ainsi que toutes les études d'avant-projet détaillées et les dossiers d'appel d'offres sont réalisés pour Koukountamba, où les engagements de financement
sont déjà pris par nos partenaires chinois. Le coût total des travaux, couvrant les frais d'ingénierie et de la maîtrise d'œuvre, s'élève à 570 695 082 € aux conditions économiques de juin 2012. Un planning des travaux et une offre technique et financière pour la réalisation du plus grand aménagement du bassin du fleuve Sénégal, soit 295 MW de puissance installée, ont été transmis au Haut Commissariat qui a mis, à l'instar des autres programmes, une commission spéciale composée d'experts dûment désignés par les 4 États membres et les sociétés nationales d'électricité. La composition large et diversifiée et l'indépendance de la commission par rapport aux structures de l'organisation sont des gages de rigueur et de transparence dans l'évaluation des offres. Par ailleurs, les études d'avant-projet sommaires pour Gourbassi et Boureya ont été réalisées. Le coût total de l'aménagement de Gourbassi est estimé à 222 477 000 €, dont 192 millions pour le coût de base de réalisation des travaux et 29,6 millions pour la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. Celui de l'aménagement de Boureya est estimé à environ 377 94 992 €, conditions économiques de juin 2012. Les étapes franchies relativement à Gourbassi méritent toute notre gratitude et nos félicitations à nos équipes du Haut Commissariat dans la mesure où notre organisation, depuis sa création, cherchait à rendre bancable cet aménagement situé sur la Falémé, troisième affluent majeur du fleuve Sénégal. La réalisation de cet ouvrage autorisera la maîtrise et la régularisation de près de 75% des ressources en eau au lieu de 45 à 50% actuellement. Depuis la 3e conférence, cette priorité a toujours été réitérée. Aujourd'hui, cette décision est exécutée. Nous nous en réjouissons. Monsieur le Président et chers frères, pour répondre à l'évolution prévisible de la production, du transport, distribution et des échanges d'électricité à moyen et long terme entre les États membres, l'OMVS a élaboré un schéma directeur de développement du réseau de transport électrique. Il prend en compte non seulement la planification programmée des aménagements hydroélectriques de l'OMVS, mais aussi les autres sources comme le gaz en Mauritanie et le charbon au Sénégal. Le souci était d'éviter les erreurs du passé en effectuant des investissements structurants pour construire un réseau en double option avec une capacité de transit modulable en fonction des besoins de transport et de distribution. Notre détermination à faire face à la crise énergétique aiguë, aux conséquences désastreuses sur nos économies, justifie notre choix d'élaborer une politique énergétique commune, PEC-OMVS, et les axes stratégiques de celle-ci reposent sur le principe de solidarité. Nous avons intégré dans tous nos programmes notre interconnexion au réseau sous-régional ouest-africain tel que défini par le WAP, Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Sénégal et Mauritanie. L'autre dorsale concerne l'interconnexion entre l'Union du Maghreb arabe et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En somme, nous nous rendons compte que l'avenir est prometteur pour ce secteur énergétique si précieux dans le contexte actuel marqué par des fluctuations récurrentes et non maîtrisées des cours des hydrocarbures. Nous avons fait le choix de la responsabilité pour trouver une solution durable à cette question. Messieurs les présidents et chers frères, pour être plus proche des attentes des populations, tout en restant fidèles à nos missions de 1972 et aux recommandations de la 13e conférence, nous avons élaboré un important programme de développement des usages de l'eau, dénommé Programme de gestion intégrée des ressources en eau à usage multiple. Cet important projet est, pour reprendre les mots du haut-commissaire Merzoug,
une boîte à outils programmatique. Engagé depuis mars 2007 pour une durée de 5 ans, il sera clôturé dans quelques jours, précisément le 31 mars 2013. D'un coût global de 110 millions de dollars US, ce projet a permis de mettre de nombreuses activités de valorisation polycentrique de l'eau. Le PGIRE est original aussi bien par sa conception que son exécution, de même que par ses impacts. Conçu pour couvrir plusieurs pans de nos activités, aussi bien institutionnelles qu'opérationnelles, le PGIRE a été pour l'OMVS l'expérimentation du principe de la contractualisation que nous avons fait accepter à nos partenaires de développement. Nous avons ainsi signé des contrats d'exécution des activités relatives aux aménagements hydro-agricoles par la DNGR en Guinée, l'ADRS au Mali, la SONADER en Mauritanie et la SAED au Sénégal. Ces structures ont ainsi mené de nombreuses actions qui ont contribué à développer sensiblement ce secteur, notamment la construction d'infrastructures hydro-agricoles, canaux d'irrigation, de drainage, stations de pompage et d'autres actions qui ont permis une augmentation des rendements de culture. Le PGIRE a aussi donné une nouvelle impulsion au secteur de la pêche, notamment au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. Il a permis de renforcer les capacités techniques de 3900 acteurs de la pêche regroupés en 112 organisations et qui ont été renforcés. Une attention particulière a été portée à l'approche genre avec l'appui aux coopératives féminines. Messieurs les présidents et chers frères, avec le PGIRE, notre organisation a apporté un appui de taille aux structures de nos États en charge de la lutte contre le paludisme et les bilharzioses. Les moustiquaires portant le logo de l'OMVS font partie du décor des chambres des populations du bassin. Les médicaments que l'OMVS offre pour le traitement de masse des schistosomiases, le mot rébarbatif, se trouvent dans la quasi-totalité des districts de santé du bassin. En plus de la lutte contre les maladies tropicales négligées, le PGIRE a œuvré pour la construction des réseaux d'adduction d'eau potable et la veille sanitaire. C'est dire que ce projet a été l'occasion de massifier l'investissement social, de consolider et d'approfondir les efforts visant à l'amélioration du cadre de vie. Je tiens à rappeler que les études de barrages précités ont été financées par ce programme. Le volet durabilité des actions n'a pas été en reste, car la dimension environnementale est présente dans toutes les activités majeures du projet. Les activités de terrain ont concerné la régénération des écosystèmes par le biais de l'agroforesterie, de la conservation des eaux et des sols et la mise en état des berges. Messieurs les présidents et chers frères, en plus du PGIRE, le projet GIF Bassin du fleuve Sénégal a participé à cette dynamique à travers des micro-subventions d'activités génératrices de revenus, des actions de lutte contre les plantes aquatiques nuisibles, les TIFA en particulier, des activités de protection des berges et des sols, ainsi que le renforcement des capacités des populations riveraines à travers les associations d'usagers de l'eau et les cellules locales de coordination. Notre organisation a d'ailleurs manifesté son ancrage dans les principes de gestion durable des ressources en eau à travers 2 actes majeurs. Le premier est la mise en place d'un plan d'action environnementale stratégique qui est un cadre d'intervention à l'horizon 2025. Le second est la création en 2010 de la Direction de l'environnement et du développement durable. Monsieur le Président et chers frères, si nous avons réussi à faire toutes ces actions à travers ces 2 importants projets, c'est grâce à l'appui constant de nos partenaires, en particulier l'IDA, la Banque mondiale. La Banque mondiale, tête de file de nos partenaires, est aussi présente pour nous accompagner dans la voie difficile de l'émergence économique de notre espace commun, le bassin du fleuve Sénégal.
l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement, la BADEA, la Banque islamique de développement, la Banque ouest africaine de développement, la Kiev, les fonds arabes, le Royaume des Pays-Bas, la France notamment le MAE, la République populaire de Chine et les autres partenaires appuient également nos efforts car la confiance est revenue. C'est pour moi le lieu de saluer leur engagement constant sans lequel nous n'aurions pas enregistré les résultats auxquels nous sommes parvenus aujourd'hui. Je voudrais donc, en vos noms à tous et aux miens propres, leur adresser nos remerciements les plus chaleureux. Messieurs les présidents et chers frères, la gestion d'une ressource partagée requiert la transparence, l'équité et la solidarité. L'OMVS a développé tout un ensemble d'outils techniques et de cadres de concertation pour faciliter la gestion transparente de la ressource. Dans la panoplie de ces outils figure le tableau de bord besoins-ressources, le modèle de prévision saisonnière, le modèle pluie-débit et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du fleuve Sénégal. Notre organisation est le premier organisme de bassin africain qui s'est doté d'un tel outil de planification. Le SDAGE a identifié 85 mesures, donc 44 mesures urgentes qui sont le socle du programme. Le montant du programme de mesures se chiffre à 278 milliards de francs CFA. Ce programme représente un effort annuel d'environ 18 milliards et demi de francs CFA, 27,4 millions d'euros. Le programme d'investissement global et régional se chiffre à environ 6 500 milliards de francs CFA, intégrant le coût des infrastructures de transport, d'énergie et d'alimentation en eau potable. Nous estimons que nos partenaires seront encore à nos côtés pour la réalisation de cet ambitieux programme. Monsieur le Président et chers frères, malgré les efforts déployés dans le cadre du PGIRE, nous considérons que le taux et le rythme d'aménagement restent encore faibles. Nous avons actualisé le plan d'action pour l'amélioration des cultures irriguées, qui était fait au départ pour les 3 États membres. Ce nouveau plan sera présenté à nos partenaires pour son financement dans le cadre d'une table ronde prévue en 2013 en relation avec la FAO. Nous espérons que la mise en œuvre du PARACI contribuera de façon sensible à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Sans attendre tout cela, nous avons prévu de poursuivre dans le PGIRE 2 nos actions entamées dans la première phase. Messieurs les présidents et chers frères, notre organisation a renforcé sa crédibilité et son image par le succès de sa politique de partenariat. En plus d'assurer le secrétariat technique du réseau africain des organismes de bassin, RAOB, l'OMVS assure depuis 3 ans les charges de président du réseau mondial des organismes de bassin. Le partenariat avec les Pays-Bas a permis de tenir régulièrement un forum entre le Waterschap Riverland et l'OMVS. Avec les agences de bassin françaises, l'Organisation météorologique mondiale, la Compagnie nationale du Rhône et d'autres structures techniques, le partenariat se consolide et se diversifie. Monsieur le Président et chers frères, notre organisation veut se moderniser et se renforcer. C'est pour cette raison qu'elle a mené une réforme pour à la fois s'ouvrir au cadre guinéen et moderniser son système de gouvernance. L'organigramme sorti de cette réforme permet de tirer au moins 2 enseignements clés. Le premier a trait au renforcement du dispositif de contrôle avec la création d'un poste d'auditeur interne et de contrôleur de gestion. Le second confirme, avec la création de la direction de l'environnement et du développement durable, notre option irréversible de prise en compte de la dimension environnementale dans toutes les activités de l'organisation. Pendant la même période, le Haut Commissariat de l'OMVS s'est doté,
pour la première fois de son histoire, d'un siège moderne et fonctionnel. En fin décembre 2012, les nouveaux locaux du Centre de documentation et d'archives ont été inaugurés. Monsieur le Président et chers frères, le mandat que vous avez confié à la République du Mali s'achève. Permettez-moi à cette occasion de vous exprimer toute notre gratitude pour le soutien constant que vous nous avez apporté. Votre sagesse et votre pondération ont permis de renforcer chaque jour davantage la cohésion et l'efficacité de notre organisation. Pendant ces années, notre organisation s'est modernisée et renforcée. Malgré les effets de la crise économique mondiale, nos partenaires techniques et financiers sont restés mobilisés pour appuyer nos efforts dans les domaines de l'énergie, du transport, du développement hydro-agricole et du développement social. Dans ce cadre, il m'est agréable de rendre hommage à toutes les équipes de l'OMVS, le Conseil des ministres, le Haut Commissariat, la SOGED, la SOGEM et la SOGNAV pour le travail remarquable accompli qui nous vaut aujourd'hui estime et considération de nos partenaires au développement. Monsieur le Président et chers frères, permettez-moi de manifester de nouveau ma satisfaction et mon espoir. Satisfaction pour l'important travail réussi dans un contexte difficile où les ressources financières sont rares et les efforts de développement fragiles et fragilisés par le rouleau compresseur que constitue la mondialisation. Espoir fondé sur les acquis et l'image de cette organisation que nos partenaires de développement et les organismes de bassin sœurs considèrent comme un modèle d'intégration réussi. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais terminer en souhaitant que vive et prospère l'OMVS, souhaitant plein succès à nos travaux et vous remerciant de votre fraternelle attention, je déclare ouvert les travaux de la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Vive l'OMVS, vive l'Union africaine, vive la coopération internationale. Je vous remercie.